Et bienvenue sur ma chaîne, c'est Leif. Aujourd'hui on part sur Manorlord, un jeu où on doit gérer un village au temps médiéval. Tout a commencé, comme dans toutes les campagnes de Manorlord. Une charrette, quelques familles, et de l'ambition plein les bottes. Et de l'ambition il nous en faut. Le but est de prendre le contrôle de tous les territoires sur la carte. Pour l'instant, on en a un seul, le Vinland. Et le baron, lui, en a deux. Alors il faut évoluer et plus vite que lui. Mais avant les armées et les bannières, il faut d'abord construire ces villages. On installe d'abord quelques maisons, un camp de bûcherons pour avoir du bois et un camp de chasseurs pour la nourriture. Pour stocker la nourriture, il nous faut un grenier, qu'on s'empresse de construire, car la pluie abîme les provisions laissées au sol. On doit aussi construire un entrepôt, c'est le même principe, mais pour les matériaux. Bien sûr, on peut compter sur les animaux pour nous aider, notamment les bœufs, les chevaux et les mules. Mais juste avant ça, il faut que je vous montre la beauté et le détail dans ce jeu. D'abord, la qualité graphique, c'est juste une claque visuelle. Par exemple, si tu construis une maison, tu peux suivre planche par planche sa construction. En parlant de planches, ou plutôt de rondins, tu peux suivre les villageois, ils partent du camp de bûcherons pour couper les arbres, ils ramènent les bûches au camp pour ensuite les transporter sur chaque site de construction. Personnellement, je trouve ça assez impressionnant. On pose un marché pour nourrir les bouches et on continue de loger tous nos villageois. On installe aussi une hutte de boisilleurs pour transformer des arbres en bois de chauffage. On construit aussi une scierie pour faire nos premières planches, nécessaires pour construire la suite des bâtiments. En agrandissant le village, on améliore le niveau de la colonie, et on débloque ainsi un point de développement. C'est très utile pour obtenir de nouvelles compétences ou de nouvelles constructions. Par exemple, on peut choisir d'apprendre à faire un élevage de moutons comme choisir de construire des armures. On reçoit aussi des armes de la part du roi, utiles pour créer des milices et pouvoir attaquer les contrées voisines ou se défendre. Il est l'heure de donner un nom au village, il s'appellera le Vinland, le but étant d'avoir un lieu de paix. On aménage quelques jardins pour avoir une production passive de légumes et d'œufs. À force de couper du bois, la forêt se réduit. Il faut donc placer une hutte de boisilleurs pour replanter les arbres. Le travail du bois est plus rapide avec des animaux, alors il nous faut d'autres bœufs. Mais on a un problème. Il nous faut plus d'argent. On place donc un comptoir commercial pour exporter quelques ressources et donc gagner un peu d'argent. Avec une vingtaine de villageois dans le village, les stocks de nourriture baissent rapidement. Il faut donc bâtir une ferme et quelques champs. Dans Manorlord, le système d'agriculture est assez simple. Chaque plante a une fertilité différente indiquée par des zones de couleur. Il y a aussi les nappes phréatiques qui permettent d'avoir de l'eau en construisant des puits. Il faut donc placer les cultures sur les terrains fertiles. Il y a le blé, l'orge, le lin et le seigle. Bien sûr, on va commencer par le blé pour faire du pain et nourrir tout le village. On a de l'eau, de la nourriture et du bois. Il nous manque des vêtements et deux solutions s'offrent à nous. Des champs de lin pour faire de la toile ou de la laine de mouton pour faire du fil. Et donc des vêtements par la suite. La fertilité du lin n'est pas optimale sur notre région. On doit donc placer un marché de bétail pour acheter quelques moutons. On installe un enclos juste derrière et bien sûr une bergerie pour avoir de la laine en continu. Mais il est déjà l'automne. Et oui, il y a des saisons, avec chacune des bonus et des malus. Au printemps, la pluie avec des orages et des potentiels incendies. En été, la sécheresse qui abîme les champs. En automne, les récoltes et les plantations. Et en hiver, la pire des saisons. On ne peut pas tondre les moutons, on ne peut pas pêcher et la consommation du bois de chauffage est doublée. Bref, on continue de construire des maisons, enfin des sensives, mais Manorlord ne nous laisse jamais longtemps tranquilles. Très vite, les premiers bandits apparaissent. Des brigands nous pillent. Ils prennent la nourriture, des outils et d'autres ressources. On forme une milice de 18 lanciers et direction la forêt. Les brigands sont 15, on se met en formation. On passe en première personne pour voir le champ de bataille et on arrive à les battre facilement. On perd 3 lanciers et on met la main sur leur camp. On récupère donc nos ressources et de l'influence, utiles pour revendiquer des territoires par la suite. On accumule aussi un peu de trésorerie. Cette somme arrive directement dans ma poche, et donc elle n'est pas exclusive à une seule région. Elle permet d'engager les mercenaires, de payer la taxe royale et encore d'autres choses qu'on verra un peu plus tard. De retour chez nous, on installe une cabane de pêcheurs pour diversifier l'alimentation. Et une notification apparaît. D'autres bandits sont installés dans la forêt sud. Pour éviter de se faire piller, on part les attaquer directement. Je vais nettoyer les terres du royaume. On perd 2 soldats, mais on gagne de l'influence. On est à 720 et il nous faut 1000 points pour revendiquer un territoire. Et aussi un peu d'or, 304 pour être exact. La bataille terminée, l'hiver tombe. On ne peut plus pêcher, la consommation de bois est doublée. C'est l'occasion parfaite de vous parler du système de ressources. Il y a 2 types de ressources, les ressources normales et les ressources abondantes, avec une petite couronne. Ces ressources ont une capacité bien plus grande, et donc c'est plus intéressant de baser le village autour de ces ressources. Un autre point important, les ressources ne sont pas infinies. Il faut donc faire attention à ne pas les épuiser au risque qu'elles disparaissent. On doit faire attention à laisser une réserve afin qu'elles se régénèrent. En tout cas pour celles qui sont capables de se régénérer.
On profite de l'hiver pour améliorer le village tranquillement. On bâtit quelques sensives et un moulin pour transformer le grain en farine. On vient à peine de planter du blé, mais je préfère être prévoyant. Bien sûr, on installe le four communal pour faire du pain juste à côté. La chaîne de fabrication du pain est fonctionnelle, alors on passe à la construction d'une tannerie pour transformer la peau en cuir et ainsi se faire plus d'argent. La fin de l'hiver approche, des ours sortent et des bandits aussi. On déploie la milice pour aller les combattre, et bien sûr, on gagne haut la main. Avec l'influence obtenue en terrassant les bandits, on peut maintenant revendiquer une nouvelle région. On dépense 1000 points d'influence et il faut attendre car le baron peut se battre avec nous pour nous voler la région. Mais il nous laisse tranquille pour l'instant. On installe des villageois et bienvenue sur Leif Town, un territoire avec des baies, de la viande, du sel, de l'argile et de la pierre. Les régions n'ont rien à voir les unes avec les autres, donc c'est un peu comme si on recommençait tout depuis le début. On place des sensives, des bûcherons et des chasseurs. La vraie difficulté de ce jeu, c'est de gérer toutes les régions en même temps. Notre plan de conquête est assez simple. On veut posséder toutes les régions centrales pour ensuite conquérir les régions à l'ouest. De retour au Vinland, on bâtit une église pour apaiser les âmes des villageois. Et oui, on a un assez grand village, mais on peut faire mieux, en améliorant nos sensives. Mais pour ça, il nous faut répondre à certains besoins, dont la construction d'une église. Maintenant que c'est fait, nous pouvons passer aux sensives de niveau 2, qui nous permettent d'accueillir plus de monde et aussi de faire travailler les villageois pendant leur temps libre. Et oui, on peut installer un atelier dans leur jardin afin que les villageois produisent des ressources comme des poulaillers pour faire des œufs, des ateliers de forgerons pour faire des armes à partir de fer, ou encore des brasseries pour faire de la bière à partir de malt. Ouais, le chat attend ça avec impatience, mais on y reviendra un peu plus tard. Cependant, on reçoit une triste nouvelle, de la part du roi. Des brigands ont pris le village pour cible. Assez habituel normalement, mais si le roi nous écrit, c'est que lui s'inquiète, et ça, c'est dangereux. La troupe de bandits est bien plus importante que les précédentes. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on a un an avant leur arrivée. On va donc se préparer et mettre le plus rapidement possible des armes de côté. Mais d'abord, on installe les premiers cueilleurs de baies. Les sensives se construisent lentement, le niveau de colonie s'améliore et on débloque la technologie de labour profond, car la fertilité de la zone est intéressante. On aurait donc 2 territoires qui produisent du blé et par conséquent du pain. Bien sûr, avant tout ça, il faut construire des champs. De retour à la colonie principale, j'améliore les sensives et j'en construis d'autres. Il est l'heure de s'armer. On place une mine à ciel ouvert pour récolter du fer, et en face, un fourneau pour le transformer en lingots. On place également une mine à ciel ouvert sur le gisement d'argile, pour en extraire et le transformer en tuiles, afin de passer les sensives de niveau 2 au niveau 3. Le temps avance, et nous voilà de nouveau au printemps, la saison des cultures. Le moment des récoltes et des plantations est arrivé. On met le maximum de villageois aux fermes afin d'avoir le temps de finir avant l'hiver. Et en parlant d'hiver, il est déjà là. Cette fois-ci, on en profite pour transformer les récoltes en pain. On développe aussi les villages avec des nouvelles habitations. Mais les bandits vont arriver d'une minute à l'autre. Alors, pour être plus tranquille, je décide d'engager des mercenaires, les vautours déplumés. C'est une milice composée d'une centaine de lanciers, ils sont un peu chers, mais au moins je me sens plus tranquille. Les brigands arrivent, et ils sont nombreux. On a bien fait d'engager des mercenaires, la bataille est intense, mais on est 2 fois plus nombreux qu'eux. On arrive facilement à les repousser et à gagner de l'influence. On devrait être tranquille pour l'instant. On renvoie donc les mercenaires parce que l'objectif c'est d'avoir nos propres armes pour la prochaine bataille. Un peu de contexte, si nos villages n'ont pas évolué au niveau 3 depuis tout ce temps, c'est à cause d'une seule ressource, la bière. On pourrait en importer, mais on ne roule pas encore sur l'or. Alors on cherche une région fertile car c'est le dernier élément qui nous manque pour passer nos sensives au niveau 3. On trouve rapidement une région, celle du sud, et on la revendique. Le baron nous laisse tranquille, et voilà. On possède 3 régions, le Vinland, Leif Town et IPA, une région spécialisée dans la production d'alcool. Les besoins toujours plus grandissants des habitants me forcent à améliorer l'ensemble de mes bâtiments. Les sensives, l'église, l'entrepôt et le grenier. Tout le village se refait une beauté. De retour sur IPA, on installe les premières maisons dans la région et le baron revendique lui aussi une région. On a pu avoir un aperçu de sa puissance dans son combat contre les bandits. Et croyez-moi, il vaut mieux que je laisse tranquille pour l'instant. À partir d'ici, pour qu'on se répète pas trop, je vais moins détailler le principe d'évolution des villages, mais on va plus se concentrer sur les points importants. En bref, construire un village, c'est: on place les bûcherons, quelques sensives, des chasseurs ou des pêcheurs et une église. Ensuite, on est prêt pour aller au niveau 2. Ceci étant dit, on a une baisse de production de nourriture. On doit ajouter des champs et régler les imports-exports pour ne pas vendre toutes nos ressources. On vend principalement du cuir, mais il faut un peu en garder pour les habitants. Et oui, ils ont besoin de s'habiller aussi. On rééquilibre tout ça et c'est parfait. On a oublié d'aller voir nos moutons. Et depuis le temps, ils se sont bien reproduits. Tellement qu'il faut même qu'on débloque la technologie de fertilisation.
La fertilisation, c'est une technologie qui nous permet d'utiliser nos champs en jachère, en pâturage. L'avantage, c'est qu'on a plus de place en pâturage, mais aussi que la jachère se régénère plus rapidement. On peut maintenant mettre des moutons dans les champs pour accélérer la récupération de la terre. Avec tous nos champs, on peut facilement avoir 200 moutons. Plus qu'à patienter, ça va arriver. On progresse dans le temps, quelques batailles par-ci par-là, et on s'intéresse au jardin. Ils permettent de faire une production passive de légumes, et le plus intéressant dans tout ça, c'est que la production dépend de la surface du jardin. On n'hésite pas à faire des jardins de la taille d'un champ. Vous allez voir passer des sensives avec des jardins immenses à partir d'aujourd'hui. Le village continue de semer et de récolter tout ce qu'il y a dans les champs. En parallèle, on installe dans chaque village une station de chargement. Avec une mule, on peut transporter des ressources de région en région. C'est super intéressant si une région n'a pas tous les types de ressources. La tension grimpe sur le continent. Il faut se pencher sur la création des armes. C'est assez simple. Il faut installer des ateliers de forgerons, des menuisiers ou des ateliers d'archerie dans les jardins des sensives, en fonction du type d'arme que l'on veut produire. C'est le même fonctionnement pour les armures, il faut cependant débloquer la technologie avant. A savoir que quand on transforme un jardin en atelier, la famille ne travaille plus pour le village. Il faut donc maintenir le nombre d'habitants stable. On commence par le plus simple, des arcs. On forme une milice de 36 archers et 8 lanciers. On part une nouvelle fois piller les bandits. Avec cette victoire, on revendique une nouvelle région à côté du baron. Il nous laisse tranquille une nouvelle fois, cette région riche en viande et en fer va devenir notre nouvelle fabrique d'armure. Son nom, Armuria. On parle d'armure depuis tout à l'heure, mais laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une armure en vrai. L'armure médiévale n'était pas juste un bloc d'acier, mais un assemblage de pièces protégeant les zones vitales tout en permettant le mouvement. Le but était de dévier les coups plutôt que les absorber. Un élément clé était la cotte de maille. Composée de milliers d'anneaux de métal entrelacés, elle offrait une excellente protection contre les coups tranchants et les estos. Les gantelets ou les gants d'armes protégeaient les mains, une zone vulnérable essentielle pour le combat. Ils étaient souvent articulés, permettant une bonne dextérité. Et enfin, l'épée. Que ce soit l'épée à deux mains ou d'autres variantes, c'était l'arme principale du guerrier. Chaque épée était une pièce d'artisanat conçue pour l'efficacité au combat. L'ensemble de cet équipement représentait un investissement majeur mais crucial pour la survie et l'efficacité sur le champ de bataille. La guerre ne dort jamais, donc on revient vite à notre expansion. De retour au Vinland, on place un atelier de forgeron et un menuisier pour commencer à produire des lances et des grands boucliers. Doucement on se prépare à la guerre. Je suis un peu en retard sur le timing cependant. Une horde de bandits arrive sur le continent sans prévenir. On a un reste de lanciers et une unité d'archers. Ils sont plus nombreux, beaucoup plus nombreux, et on est obligé d'engager des mercenaires. Cette fois-ci, des archers lourds. Ce sont des soldats avec des armures, tout simplement. Les mercenaires arrivent sur le territoire de gauche. Ils sont loin, trop loin. On est obligé d'envoyer toutes nos troupes au front, qui se font décimer. Il reste encore des brigands. S'ils arrivent jusqu'au village, ils vont piller toutes nos ressources et mettre le feu aux habitations. Heureusement, nos premières unités ont gagné assez de temps. Les mercenaires arrivent et prennent part au combat. Les brigands affaiblis se font battre par nos troupes. Cette fois-ci, ce n'est pas passé loin. Il faut qu'on mette les bouchées doubles sur la production d'armes. Après cette victoire, on revendique la dernière région libre du continent, Shenfur. Pas de ressources très intéressantes à part le sel. Mais tous les territoires sont bons à prendre. Car le but final dans Bannerlord, c'est toujours d'avoir toutes les régions. La bataille au Vinland a laissé les traces. Les familles sont en deuil, la production générale est à la baisse. Et bien sûr, il reste les corps des soldats et des brigands. On place une fosse commune pour enterrer tous les soldats afin d'éviter les maladies et gagner de la place. On développe tranquillement nos villages et surtout nos élevages de moutons, au Vinland et à Leiftown. C'est très utile pour avoir une grande quantité de laine, d'or et de viande. Nouvelle construction, le manoir, hyper utile et surtout c'est le titre du jeu. Le manoir permet plusieurs choses. On peut faire un rempart tout autour du village mais c'est coûteux en ressources. On peut aussi poser une tour d'archer pour défendre le village mais personne n'a réussi à rentrer pour l'instant. Il y a également le dépôt de la garnison qui nous permet d'avoir des unités supplémentaires. Ce qui est intéressant dans le manoir, c'est qu'il permet de collecter des impôts. Et ça, c'est pratique. Certes, l'humeur générale du village baisse, mais notre trésorerie augmente. Plus besoin de piller les villages de brigands. On peut aussi imposer la dîme. C'est une source d'influence en échange de nourriture. On se rend sur IPA pour poser nos premiers champs d'orge, afin de commencer la production de bière. On construit donc toute la chaîne de production, avec une malterie pour transformer le malt en bière, et bien sûr, une taverne pour inonder la vallée d'alcool. En parallèle, on place une mine de fer sur le territoire d'Armuria, pour se diriger doucement vers la guerre. On installe aussi des tailleurs dans chaque village, pour fabriquer des vêtements comme les bottes, les vestes ou les chaussures. Nos guerriers étaient prêts, mais un village ne vit pas que du fer. Pour que ces hommes se battent, il faut aussi les vêtir, et c'est là que l'industrie textile entre en jeu, une autre prouesse de l'époque.
La base, c'est la laine de nos moutons ou le lin cultivé. Après la tonte ou la récolte, les fibres sont filées pour créer un fil solide. Souvent à l'aide d'un rouet, c'est un travail manuel mais fondamental. Le métier à tisser prend ensuite le relais. Il permet d'entrelacer les fils de chaîne verticaux et les fils de trame horizontaux pour former un tissu. C'est un processus répétitif mais qui transforme une simple fibre en une étoffe utilisable pour les vêtements ou d'autres besoins. Et pour la couleur, on utilisait la teinture naturelle. Des baies comme des myrtilles ou du sureau, des racines ou des feuilles étaient bouillies pour en extraire les pigments. Le tissu était ensuite plongé dans ces bains pour obtenir des teintes variées du bleu au rouge. C'était la seule méthode disponible et elle donnait des résultats surprenants. Et c'est déjà la fin des explications. Petit contretemps, d'autres brigands arrivent mais cette fois-ci par l'ouest. Ils débarquent dans la région d'Hypea, mais tous nos soldats sont au Vinland. Tous, sauf 5. Mes chers chevaliers du manoir. Eh oui, j'essaye de les interposer pour gagner du temps. Mais en vain, ils se font massacrer. Les brigands commencent à piller le village, mais rapidement mes troupes arrivent. Le combat commence et on a très peu de pertes. Là ils vont plus voir grand chose, du coup on va les mettre là. Et on va vous faire tourner derrière vous. Allez-y. Voilà. Et maintenant on a juste à faire courir nos archers. Et on n'a pas eu trop de pertes en vrai. Hein. On n'a pas eu trop de pertes, donc je suis plutôt content. Ouais, on est giga loin de la bataille. Vous voyez, quand il n'y a pas de route, je peux pas aller voir. Mais là, on est bien, hein. Une cinquantaine d'hommes, on les arrache. Hein. Par contre, il faut de nouveau faire une fosse commune pour enterrer les corps de nos troupes et de ceux des brigands. On installe un manoir dans chaque région pour pouvoir répartir les taxes et garder l'humeur générale assez bonne. Et oui, chaque année, on doit rembourser une taxe royale qui ne fait qu'augmenter. Il nous manque un seul élément pour passer toute la région au niveau 3, du lin. La fertilité est optimale dans la région. On plante donc du lin et on met un atelier de tissage pour en faire des manteaux. Tout se passe bien, les stocks d'armes ne font que grossir, les villages s'améliorent, mais le baron nous déclenche la guerre. Il veut me voler un territoire, la région de Shenfur. Bien sûr, on va se battre pour ne pas lui la laisser. Shenfurt? Ah donc je me fais voler une région carrément. Bah non frérot. La guerre a été déclarée? Bah bien sûr que la guerre a été déclarée, mais vous êtes fous ou quoi? Ils sont une centaine, avec une moitié d'archers et une moitié d'épéistes. Nous sommes 200 environ, en comptant les mercenaires bien sûr. Voilà, il va y avoir la guerre de toute façon. La bataille commence, la lutte. La bataille s'annonce plutôt facile, et effectivement on la remporte haut la main. Allez! Je vois en plus des flèches qui commencent à arriver. En déroute. Victoire. Bravo. Bravo pour ce combat. Nous qui nous préparions à la guerre, on peut être fiers de nous. On peut maintenant se préparer pour la bataille finale. On se met donc à acheminer des armes dans chaque région, Hypea et Shenfur ne font pas exception. Dans la région d'Armuria, on débloque la technologie des casques et des armures. On lance la production et on se met aussi à fabriquer des arbalètes pour remplacer les arcs. On fait aussi quelques hallebardes pour diversifier nos troupes. Petit récapitulatif de la situation. La province d'Armuria a produit la majorité des armures et des armes du royaume. Le Vinland a produit aussi une quantité astronomique de lances et de grands boucliers. Sur le plan armement, nous sommes larges, mais malheureusement on est limité. Limité dans la création de troupes. On peut déployer 6 milices maximum sans compter les troupes du manoir et les mercenaires, alors qu'on a plus d'armes et d'hommes. On engage donc les seuls mercenaires restants, les brebis galeuses, 2 milices d'archers. C'est mieux que rien. Et oui, le terrain joue en notre faveur. On a énormément de troupes au corps à corps, qui sont avantageuses en forêt. On place nos troupes sur la région de nos rêves et on déclare la guerre. Le baron met du temps à arriver, on se place entre les arbres, prêt à tendre une embuscade. Mais en fait, oui, dans la forêt, ils voyaient rien, les archers et tout, donc c'est hyper avantageux pour moi d'aller me battre dans la forêt contre eux, sachant qu'il y a tout le temps des archers en face. En déroute. Victoire. Bravo. Un territoire sur 3. On enchaîne avec le deuxième territoire sur 3. On remplace les milices qui ont subi trop de dégâts, la bataille se déroule de la même manière, on attend les troupes du baron et on les embuscade dans la forêt. Donc les 3 qui sont là, vous allez sur eux, et les 2 qui sont là, vous allez sur eux. Les arbalétriers et les archers, vous venez plus par ici. Pourquoi vous allez là-bas? Il y a un petit bug, non? Tac. Toi, tu vas venir ici aussi. Il y a la guerre, c'est bon. Ramène les tiennes, il y a peut-être un bug, ouais. Comment ça se passe? Bah ça se passe bien, on est en pleine bataille.
On a l'air de tenir bon pour l'instant, donc je suis plutôt content. Pour l'instant, ça se passe très bien, on va dire. La paix a été déclarée, c'est bon, on a eu le truc. On s'engage sur la bataille finale, et je suis assez confiant. On a déjà conquéri 2 territoires sur 3, le baron est épuisé, il ne devrait plus avoir beaucoup de ressources. On engage la bataille, mais il n'y avait pas que son armée. Le baron avait vidé les coffres. Chaque mercenaire disponible sur la carte depuis le début de la partie portait ses couleurs. Le gant a été jeté. Ah non, ils sont au milieu. Il y en a plus là quand même, hein. Il y en a plus que tout à l'heure là. Là on perd là je pense. Là je pense on perd. Oui allez, on a bientôt conquis tout le royaume. Bah peut-être pas du coup. Il y en a énormément là. Hein. Là on est mal barré là. Hein. Comment on va faire? Soldats sont en déroute, soldats en déroute. Ah, il y a que nous qui sommes en déroute, hein, pas lui. Hein. Là je pense qu'on est mort là. On y croit, non, on n'y croit pas, mais on espère fort. Ouais, il a quand même 2 fois plus de troupes que nous, hein. Ce n'était pas une bataille, c'était une leçon. Une punition pour avoir été trop sûr. On a même essayé de revenir plus fort, mais rien n'a changé. L'issue était la même. Ouais, c'est qu'ils ont plus le moral, ouais, c'est pour ça qu'ils sont en déroute. Bataille perdue, hein. Dans Manor, tu peux planifier, optimiser tes villages, mais il suffit d'un seigneur assez riche qui recrute tous les mercenaires pour pouvoir te renverser. Pour expliquer, actuellement le jeu est encore en accès anticipé, et mal équilibré sur certains points. Par exemple, avec les combats contre le baron. Car il a tout simplement l'argent infini, et ça depuis le début de la partie. Il peut se permettre de prendre tous les mercenaires alors que pour nous c'est impossible. Le baron les prend, et entre guillemets, plus la partie dure, moins on a de chance de gagner. Les prochaines mises à jour concernent les villages construits par IA, des châteaux forts et peut-être du multijoueur, j'ai hâte de voir ça. On a perdu une bataille mais pas la guerre, en soi c'est comme si on vivait à côté du baron avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On reviendra plus fort la prochaine fois. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire ce que vous avez préféré dans les commentaires. C'était Leif, à bientôt tout le monde.